Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur DCTV. Lors du dernier entretien réalisé avec Youssef Indy et Eric Ténécé, j'avais à un moment de l'entretien posé la question du que faire par rapport à l'impuissance du monde arabe, des foules arabes et des peuples arabes, mais également des États arabes, par rapport à la puissance occidentale dans la région du Proche-Orient, notamment à travers Israël, les États-Unis, etc., et comment les pays arabes pourraient à terme enclencher une dynamique de développement économique, technologique, etc., d'autonomisation stratégique et d'émergence en tant que puissance géopolitique régionale, du moins en attendant d'avoir un bloc qui pourrait prétendre à une dimension de pôle international, de pôle géopolitique mondial, à l'échelle mondiale. Alors aujourd'hui, ce que je propose, c'est une piste de réflexion. C'est une doctrine des relations internationales qui arrive à conjuguer l'impératif de puissance avec les contraintes de l'ordre international tel qu'il existe actuellement et tel qu'il est en train de changer, et de voir dans quelle mesure on peut s'en inspirer, la transposer ou l'adapter à nos différents contextes locaux, ceux propres à chaque pays arabe et plus largement à chaque pays musulman. Alors cette doctrine s'appelle le réalisme périphérique. Et on la doit à Carlos Escudé, qui est un politologue et intellectuel argentin, qui en 1992 a publié un article qui va entamer cette réflexion majeure, où il avait pour finalité, comme il le dit lui-même, de rendre le réalisme plus réaliste. Parce que le constat qu'il faisait, c'est que les hypothèses premières du néo-réalisme, qui dominaient à l'époque, étaient tout simplement inadéquates à la réalité du monde. Et c'est quand même assez intéressant de voir un réalisme irréaliste. Et donc il reprochait un certain nombre d'hypothèses formulées par les néo-réalistes, que l'on verra relativement en détail avant d'aller directement dans la théorie du réalisme périphérique. La première objection qu'il avait, c'est que pour les néo-réalistes, l'ordre mondial est un ordre anarchique. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'ordre mondial, ce qui est factuellement faux. Premièrement, parce que le gap ou le différentiel de puissance entre les États est trop grand pour que l'on puisse parler d'anarchie. Et que de fait, une hiérarchie au moins implicite, c'est-à-dire non écrite dans le droit international, existe bel et bien. Deuxième reproche qu'il a formulé à l'encontre des néo-réalistes, c'est par rapport à la nature des régimes politiques qui est totalement occultée par les néo-réalistes, qui part de l'idée qu'un État autoritaire, libéral, démocratique, parlementariste, présidentiel, etc., ne change rien par rapport au niveau du comportement de l'État, au niveau des relations internationales. Et donc leur unité de réflexion, leur atome, l'unité la plus petite, c'est l'État. Or, Carlos Escudé, à travers sa nouvelle théorie, établit une forme de continuum entre l'intérieur de l'État, notamment son régime politique, mais également des facteurs culturels et autres, avec le comportement de l'État à l'international et dans sa capacité à composer avec les contraintes imposées par la hiérarchie qu'on a évoquée précédemment. Il établit même un rapport dialectique entre le régime politique et le positionnement du pays en termes de politique extérieure. C'est que l'un agit sur l'autre. Positivement ou négativement, on va le voir. Troisième objection de Carlos Escudé, c'est que les États ne sont pas motivés uniquement par des impératifs de sécurité et de survie, qui dans un schéma anarchique chez les néo-réalistes donnent une situation d'instabilité chronique avec une conflictualité inhérente à la nature des États motivés par leur sécurité et par un impératif de survie. Pour Carlos Escudé, dans le monde de la fin du XXe et début du XXIe siècle, les États sont davantage motivés par un impératif de développement économique et de prospérité des populations que par la dimension sécuritaire, qui demeure toujours présente, mais qui n'est pas l'unique impératif. Alors maintenant, revenons à la hiérarchie. Alors pour Carlos Escudé, il y a deux types de hiérarchie dans l'ordre international. Il y a premièrement la hiérarchie explicite, celle qu'on retrouve dans les différentes chartes de l'ONU et dans le droit international. Cette hiérarchie catégorise ou divise ou classe les pays en deux grandes catégories. Premièrement, il y a les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est, appelons-la, la caste dominante, qui regroupe 5 pays, qui jouissent du privilège du veto, qui est le privilège qui leur permet de ne pas respecter les règles que eux-mêmes écrivent et édictent à travers les différentes résolutions,
Mais c'est également les pays qui possèdent le potentiel nucléaire que Carlos Escudé qualifie de potentiel d'annihilation planétaire. C'est-à-dire que c'est les pays qui sont capables de détruire le monde, la planète, s'ils le désirent, ou si la situation l'exige. Et puis la deuxième catégorie dans les règles écrites, dans la hiérarchie explicite, c'est tous les autres pays qui n'ont ni le droit de veto, ni une capacité d'annihilation, bien qu'ils puissent posséder quelques têtes nucléaires. Et du point de vue du droit international, tous ces pays se valent en termes de souveraineté. Ce qui est factuellement faux, on le sait très bien. Mais théoriquement, c'est l'hypothèse qui est retenue du point de vue du néoréalisme, conformément au droit international tel qu'il est écrit. Et donc, qu'il s'agisse des îles Fidji, du Mozambique, de l'Allemagne ou de la Colombie, tous ces pays-là se valent, notamment au niveau du vote à l'Assemblée générale, puisque chaque État est représenté par une voix. Et la voix de l'Iran est égale à celle du Mozambique, est égale à celle du Brésil. Maintenant, il y a la vraie hiérarchie. La hiérarchie implicite. Et là, il faudra rentrer un peu dans les nuances. Parce que Carlos Escudé distingue là 3 catégories de pays. La première est toujours la même. C'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Même s'il y a une hiérarchie interne à ces 5 membres. Puisque l'hégémone premier est et demeure aujourd'hui, malgré son déclin relatif, demeure les États-Unis avec son pays orbital, le Royaume-Uni au sein des Five. Donc ces pays-là, pour les raisons évoquées précédemment, sont à la tête de l'ordre international. Et ils les appellent les rule makers, ceux qui écrivent les règles du droit international et de l'ordre international. Ces règles sont de 2 types, les règles écrites, les résolutions, etc., et le droit international, et puis les règles non écrites, que tous les États connaissent implicitement et respectent ou non. On le verra plus tard. Donc ils écrivent les 2, et les deuxièmes règles non écrites leur permettent de violer en grande partie les règles écrites. Comme on a vu avec les États-Unis en 2003 lors de l'attaque contre l'Irak, qui est une attaque illégale du droit international, parce que les États-Unis n'ont pas pu obtenir l'aval de l'ONU du fait de l'opposition de la Russie et de la France, qui sont tous les 2 membres permanents, et de l'Allemagne, qui s'était adossée à ces 2-là, à travers l'axe Paris-Berlin-Moscou, qui a toujours été le cauchemar, géopolitiquement parlant, du monde anglo-saxon, parce qu'il permettrait, théoriquement, d'opérer une intégration continentale eurasiatique qui éjecterait le monde anglo-saxon en dehors de l'île-monde, comme il l'appelle dans la théorie de Mackinder et de Spikeman. Donc on a les rule makers, qui écrivent les règles écrites et non écrites, avec une hiérarchie interne à ces 5 membres. La deuxième catégorie, qui regroupe l'essentiel des pays de la planète, c'est les rule takers. Donc il y a premièrement ceux qui commandent, et deuxièmement, il y a ceux qui obéissent, c'est-à-dire ceux qui se conforment aux 2 règles, écrites et non écrites. Et on peut y retrouver des pays de différentes catégories, des pays comme l'Allemagne, mais également des pays comme le Sénégal, le Nigeria, la Colombie, enfin tous les pays qui ne font pas partie des membres permanents du Conseil de sécurité et qui ne font pas partie des États rebelles, qui sont la 3e catégorie de pays d'après Carlos Escudé. Donc c'est les pays qui acceptent de perdre intégralement ou une partie de leur autonomie en termes de politique extérieure, notamment en s'alignant sur la politique extérieure de l'hégémone, et en contrepartie, ils obtiennent la possibilité, s'ils le veulent, de se développer économiquement à travers leur intégration à l'économie mondiale, au commerce mondial, avec les flux d'investissements étrangers, etc. Donc il s'agit en quelque sorte d'un troc. On perd un peu en autonomie en termes de politique extérieure, et en contrepartie, on ne s'attire pas les foudres de l'hégémone parce qu'on est aligné en termes de politique extérieure. Donc plus de souveraineté en interne implique moins de souveraineté à l'extérieur. C'est un peu l'équation établie par Carlos Escudé. Mais il émet quand même un certain nombre de clauses, on ne va pas les voir toutes en détail, mais une en tout cas, qui permet de nuancer le fait de parler de pays qui obéissent, parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une soumission, mais il s'agit d'un alignement conscient et souverain qui s'inscrit dans un calcul de très longue durée. Je m'explique. Escudé nous dit qu'un pays peut s'aligner sur la politique extérieure de l'hégémone pour pouvoir se développer en interne et gagner en souveraineté, tant que cet alignement
ne se fait pas au détriment de ses propres intérêts économiques. Donc tant qu'il y a convergence en termes d'intérêts économiques entre mes intérêts en tant que pays A et les intérêts économiques de l'hégémone, tout va bien, l'alignement est optimal, effectif et opérationnel. Et ça m'offre en contrepartie le fait d'être protégé par l'hégémone, ou du moins de ne pas être attaqué par l'hégémone à travers des tentatives de coup d'État, à travers des déstabilisations, à travers des sanctions économiques, des embargos, etc. Mais dès lors que cet alignement se traduit par une perte ou par des dégâts au niveau de ma dynamique de développement et de mes intérêts économiques vitaux, là effectivement, il est impératif d'opérer un décalage relatif par rapport à la politique extérieure de l'hégémone. Maintenant, ces pays de la catégorie des rule takers peuvent être subdivisés elles-mêmes en 3 sous-catégories. On peut aller à l'infini, mais pour simplifier, on dira 3 sous-catégories. Tout dépend des critères que vous retenez dans cette hiérarchie. Premièrement, au sein des rule takers, il y a la classe A, la catégorie A, d'un certain nombre de pays qui font partie des rule takers. Il s'agit des pays hautement industrialisés, mais qui ne possèdent pas une capacité d'annihilation planétaire, c'est-à-dire qui ne possèdent pas d'armes nucléaires en nombre suffisant pour déclencher une guerre nucléaire mondiale. C'est des pays très développés, comme l'Allemagne, comme l'Australie, comme le Canada, qui toutes ont une politique extérieure alignée intégralement ou partiellement sur celle de l'hégémone, c'est-à-dire les États-Unis, et qui en contrepartie obtiennent un cadre de développement économique encore plus poussé et de prospérité économique, ce qui est de moins en moins vrai, on verra pourquoi. Mais en l'occurrence, ce fut le cas pendant de nombreuses décennies. Deuxième catégorie, la classe B, qui regroupe principalement des pays émergents, comme le Brésil, comme la Turquie, comme l'Inde, qui ont les moyens militaires de se défendre contre des pays de la même catégorie. Par exemple, l'Inde contre le Pakistan, le Brésil a les moyens de se défendre militairement contre la Colombie, mais qui n'ont pas, là encore, une capacité d'annihilation totale à travers un stock d'armes nucléaires suffisant pour enclencher une guerre nucléaire mondiale. Mais le cas de l'Inde est très intéressant parce qu'il s'agit d'un pays qui est en train graduellement de quitter le statut de pays faisant partie des rule takers pour accéder petit à petit au statut de rule makers à l'échelle internationale, mais également et principalement au niveau régional. Mais après, c'est le temps qui dira est-ce que l'Inde est capable d'endosser ce rôle-là, c'est-à-dire de ne pas être tout simplement une puissance régionale qui compose dans des logiques de calcul triangulaire avec le Pakistan et la Chine un champ d'extension économique et commerciale. Est-ce qu'elle est capable de devenir un État normatif, c'est-à-dire capable d'écrire les règles écrites et non écrites, et capable de raisonner à une échelle planétaire et de se projeter diplomatiquement, économiquement et militairement à une échelle qui va au-delà de l'échelle régionale. Enfin, il y a les pays de la classe C qui regroupent les pays qui n'ont pas les moyens militaires de se défendre contre des pays faisant partie des rule takers, alors on ne parle même pas des makers, des rule takers des autres classes A et B, et qui de fait n'ont pas les moyens d'assurer par eux-mêmes leur propre souveraineté, du moins formellement. Donc là, il y a différents pays, comme le Yémen, comme la Géorgie, on peut citer beaucoup de pays défaillants, qui sont incapables d'assurer leur propre souveraineté et qui ont besoin de recourir à une protection étrangère. Ce fut même le cas de l'Arabie Saoudite pendant très longtemps, jusqu'à récemment, où elle a entamé un virage stratégique qui vise à lui permettre d'exister indépendamment de son alignement total à l'hégémone, notamment par une diversification stratégique, un rapprochement avec la Russie, avec la Chine, afin de diluer cette dépendance à l'égard de l'hégémone américain. Enfin, donc je rappelle, il y a les rule makers, c'est les puissances nucléaires, les 5 pays membres, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Deuxièmement, il y a les rule takers, les pays qui obéissent ou qui s'alignent entièrement ou relativement à l'hégémone mondiale que sont les États-Unis, ou aux hégémones régionaux, par exemple pour le Vietnam, l'hégémone par rapport à qui il doit s'aligner, ça ne va pas être Washington, ça va être Pékin. Et donc quand on questionnera le Vietnam en tant que rule takers, on verra dans quelle mesure la politique extérieure du Vietnam s'aligne par rapport à la politique extérieure de la Chine. Et dans quelle mesure le Vietnam tire profit de cet alignement
notamment en profitant économiquement de la Chine, des capitaux chinois, des technologies chinoises pour se développer. Donc le cas va être totalement différent pour un pays comme la Colombie, qui a entamé sciemment et de manière très précoce un alignement total sur ce qu'ils appellent l'étoile polaire, c'est-à-dire l'étoile américaine, les États-Unis, avec une capacité potentielle de se développer en interne. Donc toujours situer un pays intermédiaire à un rôle takers par rapport à son hégémone régionale, sauf pour les pays occidentaux et les pays d'Amérique latine et certains pays arabes, que l'on doit situer par rapport à l'hégémone mondiale qu'est Washington, ou à des pays comme le Japon également et la Corée du Sud, qui sont dans un alignement total. La troisième catégorie de pays, c'est les rebel states, les États rebelles ou les Rogue states, les États voyous, en tout cas qualifiés comme tels par les États-Unis, qui regroupent des pays qui comprennent qu'il y a des règles écrites et des règles non écrites, et qui décident de ne pas leur obéir. Donc de se rebeller contre les règles écrites du droit international et non écrites, sans pour autant avoir la puissance suffisante pour écrire par eux-mêmes ces règles-là. Donc c'est des États qui sont dans une posture de révolte, de revendication d'un nouvel ordre mondial avec l'écriture de nouvelles règles, mais sans avoir les capacités de le faire. Maintenant, c'est là où Carlos Escudé est le plus intéressant. C'est qu'il établit le lien entre la nature du régime et la politique extérieure. Imaginons que vous êtes un pays qui, pendant très longtemps, était aligné, en termes de politique extérieure, sur la politique extérieure de l'hégémone, par exemple celle de Washington. Et puis un jour, vous décidez de vous rebeller parce que vous considérez que le droit international tel qu'il est imposé par les Américains et par le monde occidental est inique et injuste. Et donc, vous ne respectez pas ces règles. Par exemple, les règles sur la non-prolifération des armes nucléaires, vous vous dites « j'ai le droit en tant qu'État souverain d'accéder à l'énergie nucléaire et d'accéder même à l'arme nucléaire pour sanctuariser mon territoire ». Donc, vous vous rebellez contre les règles écrites et non écrites. Et vous êtes une démocratie. Donc, vous êtes un gouvernement démocratiquement élu. Eh bien, naturellement, dès lors que vous vous révoltez, que vous vous rebellez, vous recevez la réaction de l'hégémone ou des hégémones, qui en général sont d'accord sur un dénominateur commun. Et donc, vous serez l'objet de sanctions économiques qui vont étouffer votre économie, qui vont freiner votre élan et votre développement économique et qui vont réduire le pouvoir d'achat de vos citoyens, les appauvrir, par des sanctions, par l'embargo, par l'exclusion de différents mécanismes internationaux, etc. De même, vous deviendrez l'objet de tentatives de déstabilisation politique, à travers des manifestations qui vont être fomentées, instrumentalisées, à travers des tentatives de coup d'État, peut-être même des attentats, etc. Résultat des courses, cette même population qui a voté pour vous, afin que vous meniez une politique extérieure totalement autonome, va commencer à y réfléchir à deux fois. Parce que cette fois, c'est leur porte-monnaie qui est touché, leur mode de vie, leur pouvoir d'achat, leur confort et leur prospérité. Et donc, vous, en tant que gouvernement, vous savez très bien que lors des prochaines élections, il y a de très faibles chances que vous soyez réélu. Et donc, c'est un gouvernement qui va prôner l'apaisement avec l'hégémone, qui aura le plus de chances de gagner. Ce qui explique d'ailleurs la dynamique de l'alternance gauche-droite au niveau de l'Amérique latine, où effectivement, dès que la gauche prend le pouvoir dans les pays d'Amérique latine, elle entame une logique de rébellion par rapport aux règles écrites non écrites, qui se traduit par des mesures de rétorsion de la part des États-Unis, qui provoquent l'appauvrissement des populations, comme au Venezuela, comme dans d'autres pays, et qui finit par permettre à une droite conciliante avec l'hégémone de prendre le pouvoir, puis à nouveau ce pouvoir est vécu comme étant inique, et on vote pour une gauche qui va se rebeller. Et donc c'est à tour de rôle, c'est qui prend en otage, en réalité, ces pays dans un schéma d'absence de dynamique de développement économique, et d'élargissement de la prospérité. Donc, vous savez que vous n'allez pas être réélu, mais vous tenez à votre politique extérieure autonome. Et donc, nous dit Escudé, si un État veut quand même maintenir une politique extérieure autonome de manière totale, il doit devenir de plus en plus autoritaire en interne. Parce que la cyclicité démocratique qui est liée à l'évolution du pouvoir d'achat des gens fera que vous allez perdre le pouvoir, parce que le prix à payer pour une politique extérieure autonome est une perte du pouvoir d'achat et un déclassement économique et un freinage de votre développement économique. Et donc, plus votre politique extérieure sera autonome, donc en rébellion contre les règles écrites et non écrites, plus vous devrez devenir autoritaire en interne et dictatorial. C'est-à-dire, pour simplifier l'équation, Carlos Escudé nous dit, pour un pays qui fait partie des rule takers et pas des rule makers,
Une politique extérieure totalement autonome est égale à une dictature politique totalement établie en interne. Le cas le plus caricatural est la Corée du Nord. Si la Corée du Nord peut se permettre relativement de faire ce qu'elle veut à l'international à travers des menaces, à travers des lancements de missiles au-dessus de la tête des Japonais, c'est parce qu'en interne, même si des gens souffrent de la famine ou de manque de médicaments ou autre chose, ce n'est pas une variable avec laquelle doit composer l'État, parce que ce n'est pas une démocratie, et donc il n'y a pas d'enjeux électoraux. Le seul alignement relatif que la Corée du Nord doit opérer, c'est vis-à-vis de son hégémone, c'est-à-dire la Chine. Donc, politique extérieure totalement autonome est égale à tyrannie totale en interne. Et après, vous avez toutes les gradations intermédiaires. On peut avoir une politique extérieure relativement autonome, mais pour le reste, on s'aligne. Et ben, on va devoir être relativement autoritaire en interne. Et ben, si on est totalement aligné sur l'hégémone, on n'a pas à craindre les foudres de l'hégémone et on peut se permettre d'être démocratique et de laisser le jeu démocratique jouer son jeu. Donc là, on a la hiérarchie implicite qui n'est écrite nulle part, mais qui structure l'ordre international. Maintenant, il y a une deuxième question extrêmement importante, c'est la question de la transition hégémonique. Parce que Carlos Escudé a théorisé cette approche-là en 92, au début des années 90, au moment où on vivait ce qu'on appelle le moment unipolaire. Donc la question d'une pluralité d'hégémones ne se posait pas. Il y avait un hégémone, l'hyperpuissance américaine, qui était dans un schéma d'envahissement planétaire au niveau idéologique, au niveau économique, au niveau commercial, jusqu'aux attentats du 11 septembre qui ont rebattu les cartes et qui ont projeté le monde dans une nouvelle configuration. Or, aujourd'hui, effectivement, un État peut choisir un alignement relatif au total par rapport à plusieurs hégémones. Un pays comme la Corée du Sud pourra demain basculer vers un nouvel alignement vis-à-vis de la Chine plutôt que vis-à-vis de Washington. Dès lors que son alignement sur Washington, en termes politiques extérieurs, commencera à se traduire par une atteinte aux intérêts économiques de la Corée du Sud. Ce qui commence déjà, on a vu comment les Américains ont pillé les stocks de munitions sud-coréennes pour les fournir à l'Ukraine. Demain, peut-être qu'ils exigeront de la Corée du Sud de fournir des usines qui seront délocalisées en Ukraine, ailleurs, pour fournir l'effort de guerre, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où l'alignement sur Washington, en termes de politique extérieure, non seulement ne rapporte plus grand-chose, mais même se traduit par un coût, alors que ce n'était pas le deal de départ. Ça devait au contraire permettre aux capitaux américains d'être investis en Corée du Sud, permettre des coopérations technologiques, économiques, des accords de libre-échange, etc. Et donc dans 10-15 ans, peut-être qu'on aura un réalignement de la politique extérieure sud-coréenne par rapport à la Chine. De même pour d'autres pays, comme la Géorgie, qui s'était rebellée contre son hégémone régionale qu'était la Russie, ce qui avait donné lieu à la guerre de 2008, en choisissant un hégémone trop lointain pour lui garantir les contreparties de cet alignement. Et bien aujourd'hui, la Géorgie est revenue dans un schéma de finlandisation, c'est-à-dire de neutralité vis-à-vis de la Russie et de l'Occident, notamment par son non-implication totale par rapport à la guerre en Ukraine, où elle demeure assez distante, permettant même à des marchandises interdites par les sanctions occidentales d'atteindre la Russie par le territoire géorgien, la même chose par le Kazakhstan, par l'Arménie et par une pluralité d'autres pays. Donc, on aura des réalignements qui vont se faire en fonction de la position géographique de chaque État et en fonction également de son capital politique, économique, etc. Mais ce que Carlos Escudé remet en cause, c'est le fait même de parler trop tôt peut-être de transition hégémonique, c'est-à-dire de parler du fait que le centre de gravité géopolitique mondial est en train de quitter le monde atlantique pour se déplacer vers l'Extrême-Orient, vers l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Pour Carlos Escudé, on n'y est pas encore là. On n'est pas encore là. On est plutôt dans un schéma de diffusion de la puissance. C'est-à-dire que la concentration de puissance autour du pôle atlantique, nord-américain et occidental, est en train, à travers un déclin relatif de ce pôle, de passer par un effet de vase communicant vers d'autres pôles qui vont en profiter pour cristalliser ce nouveau surplus de puissance, donnant lieu à une pluralité d'hégémones dans un schéma de nouvelle hiérarchie. On aura toujours le premier hégémone, les États-Unis, mais on aura d'autres hégémones intermédiaires qui vont capter une partie des alignements anciennement orientés vers Washington pour les orienter vers eux. Et donc on aura la Russie avec son étranger proche qui a déjà obtenu des alignements relatifs
ou complet. En Ukraine, c'est l'une des finalités, c'est que l'Ukraine abandonne l'idée d'orienter son alignement vers le monde occidental et adhère au moins à un schéma de finlandisation un peu à l'image de la Géorgie aujourd'hui. Et la Chine, avec sa périphérie immédiate, notamment avec le Vietnam, la Birmanie, etc., les Philippines, va consolider ce surplus de puissance qu'il a acquis par son émergence et son rattrapage économique et technologique pour obtenir des alignements orientés vers la politique extérieure de Pékin. Et peut-être même de gagner de nouveaux alliés, notamment la Corée du Sud, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres pays de la région. En Amérique latine, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais d'après Carlos Escudé, le Brésil a tous les atouts pour profiter du déclin relatif du monde atlantique, du monde nord-atlantique, pour, à travers un effet de gravité, attirer vers lui au moins partiellement des alignements de pays limitrophes. Mais il n'est pas tout à fait certain de la capacité stratégique du Brésil à jouer ce rôle-là. Mais là encore, on verra dans un avenir proche. Alors maintenant, il faut comprendre que, pour en venir au monde arabe, que les États ne naissent pas en tant que rule takers, ou en tant que rule makers, ou en tant que rebel states, etc. Ils le deviennent par un certain nombre de choix stratégiques. Prenons le cas de la Chine, d'ailleurs, que évoque Carlos Escudé dans l'un de ses articles. La Chine, dans sa première phase révolutionnaire, était un rebel state, en rébellion contre l'ordre libéral capitaliste occidental, et on a vu que cela s'est traduit par un échec économique total, notamment la révolution culturelle, ce qui a amené le Parti communiste chinois à écarter Mao Tse-tung et à opter à terme pour une stratégie de mise en suspens, de mise en pause de cette posture conflictuelle de rébellion contre le monde occidental, notamment avec Deng Xiaoping, d'entamer une ouverture vers le monde occidental avec un alignement relatif, puisque la Chine s'était alignée sur la doxa de la mondialisation, sur la doxa du libre-échange, et donc sur la vision économique extérieure et mondiale du monde occidental. Notamment le FMI, il a adhéré à l'OMC, c'est-à-dire qu'il a opéré un alignement relatif par rapport au monde occidental, et en contrepartie, il a eu ce qu'a théorisé Carlos Escudé, c'est-à-dire les atouts du développement économique, c'est-à-dire capter le capital occidental technologique, financier et économique, notamment à travers les délocalisations rendues possibles par le tournant néolibéral dans le monde anglo-saxon et puis par la suite continental européen, ce qui va permettre à la Chine de rattraper son retard technologique, économique, infrastructurel, etc., qui par la suite va lui permettre de revoir l'alignement qu'il a dû concéder au début pour se retirer graduellement de cet alignement, car désormais il a acquis tous les facteurs de puissance lui permettant de s'autoproclamer hégémone régionale, n'ayant plus besoin de s'aligner sur les impératifs de la politique extérieure occidentale à travers les différentes institutions comme le FMI, l'OMC, etc., l'Organisation mondiale du commerce et d'autres officines du monde occidental. Et même les agences de notation auxquelles était soumise la Chine à travers sa dette publique, et bien aujourd'hui la Chine a créé ses propres agences de notation qui notent à son tour les dettes occidentales du point de vue chinois. Donc ça n'est pas venu en un jour, mais c'est venu à travers une vision éminemment stratégique qui peut paraître pour les adolescents tardifs sur les réseaux comme étant une soumission, mais qui en réalité était un alignement relatif pour mieux acquérir les facteurs de puissance qui permettraient de retrouver la posture initiale, c'est-à-dire d'établir une vision chinoise autonome stratégiquement et intellectuellement. La Russie, pareil. En 1999, lorsque Poutine est nommé par Boris Yeltsin en tant que Premier ministre, la posture de Poutine était très conciliante vis-à-vis du monde occidental. Et après, il est devenu président en 2000. Il avait même proposé au monde occidental l'idée que la Russie intègre l'OTAN. La Russie cherchait un rapprochement avec l'Europe, un alignement total sur différents doxas. La Banque centrale russe est devenue indépendante, le rouble est une monnaie au taux de change flottant. Et donc toute la doxa occidentale a non seulement été maintenue par Vladimir Poutine après le départ de Yeltsin, mais il visait même à la renforcer par une intégration plus poussée de la Russie à l'économie mondiale. Et donc le centre de gravité géopolitique et politique de la Russie s'est tourné de plus en plus vers le monde occidental, avec des partenaires fiables et sérieux comme Jacques Chirac, comme Gerhard Schröder, et dans une moindre mesure Berlusconi en Italie à l'époque,
Mais cette parenthèse de relative alignement, qui pour certains aurait été vue à l'époque comme étant une soumission, devait permettre à la Russie de rattraper son retard économique, financier. Il faut comprendre que la Russie dont a hérité Poutine était une Russie totalement délabrée, avec l'essentiel de l'appareil productif soviétique qui a été bradé à des prix totalement inimaginables aux oligarques qui eux-mêmes étaient des agents d'influence des puissances occidentales et qu'il fallait restaurer le capital productif russe et que Poutine comprenait très bien qu'il ne le pouvait pas sans une ouverture sur le monde occidental et sans adopter une approche conciliante. Alors on peut également parler de la Turquie pour conclure, qui est membre de l'OTAN, mais qui pendant des décennies était grandement alignée sur la politique extérieure américaine et plus globalement occidentale durant toute la guerre froide, mais même après la guerre froide. Et puis avec la venue de l'AKP et d'Erdogan, Erdogan intuitivement, je ne sais pas s'il a lu Escudé, mais intuitivement, il comprenait que cet alignement, là encore vu comme une soumission par les interdémentaux, était encore nécessaire pour accélérer la dynamique de développement de la Turquie qui lui permettra à terme de s'émanciper de cet alignement-là. Et à l'époque, on avait la doctrine Davutoglu, qui portait le nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères à l'époque, et qui consistait à adopter une politique extérieure fondée sur un objectif, zéro conflit avec les voisins. Parce que l'impératif en interne de la Turquie, c'était le développement et l'émergence économique, le rattrapage technologique, industriel, financier, etc. Et que la contrepartie était de maintenir un alignement sur la politique extérieure américaine et vis-à-vis des voisins, d'avoir une politique conciliante et non conflictuelle. Donc on n'avait pas encore ces prétentions néo-ottomanes de projection dans la zone d'influence ancienne de la Turquie, etc. Mais plus la Turquie arrivait à acquérir les facteurs de puissance à travers la dynamique économique fulgurante qu'elle a connue durant les années 2000, plus elle commençait à adopter une posture d'autonomie stratégique qui entrait des fois en confrontation directe avec la politique extérieure américaine et avec les dictats américains. Souvenons-nous de la politique turque en termes d'armement, lorsque la Turquie avait commandé des batteries de missiles antiaériens russes de type S-400 et que les Américains avaient menacé même d'exclure la Turquie du projet de l'avion de chasse multirôle, le F-35, parce que la Turquie fait partie de ce projet-là, et la Turquie a maintenu la commande de missiles russes. Et on ne parle pas que des missiles S-400, il est question également d'achat d'autres types de matériel à la Russie, sachant que la Turquie est membre de l'OTAN. La Turquie a également exprimé son désir d'adhérer à l'organisation de coopération de Shanghai, qui pourrait à terme, contrairement aux BRICS, devenir un vrai bloc, peut-être même d'alliance militaire à l'image de l'OTAN et qui engloberait une grande partie du continent, de la partie est du continent eurasiatique, notamment l'Iran, la Chine, la Russie, c'est le noyau dur, mais d'autres pays peuvent s'agglomérer autour de ce noyau dur. Donc on voit bien que tout est une affaire de subtilité et d'équilibre entre les deux dimensions, la dimension relative aux impératifs internes de développement économique et de maintien de cohésion sociale et d'élargissement de la prospérité en interne, avec l'autre variable qui est celle de la politique extérieure. Et que la corrélation entre les deux est négative quand on n'a pas les facteurs de puissance nécessaires. C'est-à-dire que quand on est un pays impuissant géopolitiquement, ou bien peu puissant géopolitiquement, mener une politique extérieure totalement autonome va se traduire par des coûts exorbitants en interne, comme on le voit dans des pays comme Cuba, comme l'Iran, comme le Venezuela, comme la Corée du Nord, etc. Et de même, des pays qui n'ont toujours pas de puissance ou pas suffisamment de puissance, mais qui veulent se développer, doivent accepter de perdre une partie de leur autonomie en termes de politique extérieure pour ne pas être entravés et parasités dans leur dynamique. Mais ils ne doivent le faire que dans une perspective de long terme qui vise à terme l'émancipation stratégique et géopolitique. Parce que si on n'inscrit pas l'alignement sur l'hégémon dans une logique d'agenda caché sur le long terme, effectivement, ça prend la forme d'une soumission. Parce qu'effectivement, il n'y a pas la contrepartie de longue durée qui est celle de l'émancipation. Donc pour conclure, par rapport à cet aspect-là, dans cette doctrine-là du réalisme périphérique, au fait, il n'y a que deux types de pays qui peuvent réellement mener une politique extérieure quasiment totalement autonome. Il y a les dictatures totales, comme la Corée du Nord, parce qu'effectivement, ils n'ont pas à composer avec les impératifs intérieurs. Et de l'autre côté, on a des pays comme les États-Unis.
qui ont la richesse et la puissance économique et financière suffisante pour que leur politique extérieure autonome à l'échelle mondiale ne se traduise pas par un coût élevé pour le niveau de vie des populations en interne. Mais en garde Carlos Escudé, même dans le cas, et là c'est dans le début des années 90, la mise en garde, et aujourd'hui elle se confirme, même pour les pays les plus riches, comme les États-Unis, une politique extérieure totalement autonome sur le long terme va finir par affaiblir le pays en interne et l'appauvrir. Elle n'est pas tenable sur la longue durée. Et quand on voit la réalité américaine actuelle en interne, eh ben on a 40 millions d'Américains qui vivent avec des food stamps, des bons alimentaires. On a l'espérance de vie à la naissance de la classe moyenne blanche américaine qui est en train de reculer et qui est déjà inférieure à celle de Cuba. On a même au niveau de certaines tranches de la population la mortalité infantile qui commence à remonter. Et on a un système de santé qui est en crise, un retard infrastructurel tout simplement colossal, puisqu'il est intégralement privatisé et qu'il y a seul l'État est capable de mettre à niveau, vu les montants colossaux qu'il faut investir, de mettre à niveau les infrastructures à une échelle continentale, parce que les États-Unis sont un État continent de par leur taille. Et donc les États-Unis s'appauvrissent aujourd'hui du fait de l'impératif d'entretenir une politique extérieure autonome, mais dont ils payent le prix. Ce que Trump avait compris. Quand Trump avait intuitivement compris que le seul moyen de pouvoir un jour reprendre une politique extérieure autonome, c'est de se replier durant une parenthèse historique sur soi-même, afin de retrouver le chemin de la prospérité, du développement économique, du renforcement de la classe moyenne, afin d'avoir les moyens, peut-être pas de mener à nouveau une politique extérieure autonome, d'hégémonie et de conquête du monde, mais peut-être une politique extérieure qui se contente de défendre les intérêts américains là où ils doivent être défendus. Donc aujourd'hui, avec la parenthèse Biden, celle de l'État profond, eh bien on renoue avec une hypothèse, avec une stratégie qui à terme finira par tuer les fondements même de la puissance américaine qui lui permettait avant d'avoir une hégémonie planétaire. Donc tout est une question de subtilité, de mesure et de dosage entre autonomie en termes politique extérieure et entre impératif développement en interne. Donc maintenant, qu'en est-il des États arabes ? L'idée centrale de cette approche pour le monde arabe, c'est qu'il faut d'un côté que les peuples prennent conscience que le narratif héroïque, viriliste, anthropomorphique, qu'ils soutiennent et qu'ils entretiennent à travers des slogans, à travers leur vote pour tel parti ou pour tel autre parti uniquement sur une base émotionnelle, etc., n'est pas ce qui permettra à nos États et à nos économies de se développer. Mais c'est uniquement un diagnostic pertinent de la reconfiguration de l'hégémonie qui était concentrée autour de l'Atlantique et qui aujourd'hui se diffuse, donnant lieu à différents hégémones, qui nous permettra à terme, si jamais les leviers politiques le permettent, d'opérer une reconfiguration de cet alignement unique en une pluralité d'alignements relatifs afin de se créer la marge de développement économique en interne et de renforcer la souveraineté en interne. Donc, pour conclure, l'idée centrale de cette doctrine du réalisme périphérique, c'est de dire que l'histoire ne connaît pas de raccourci et qu'avant qu'un État puisse se revendiquer comme un État autonome et souverain, et comme étant une puissance régionale sur le plan géopolitique, continental ou même mondial, eh ben, il faut nécessairement passer des fois par une logique de compromis relatif, par une logique d'alignement relatif tout en exigeant la contrepartie de l'alignement, comme les exemples que j'ai cités, la Chine avec Deng Xiaoping, la Russie avec Vladimir Poutine durant les années 2000 jusqu'en 2007, où le virage a été opéré, et plus rapidement à partir de 2014 et de 2022. L'exemple de la Turquie, avec Erdogan, il y a eu deux phases de l'AKP, la phase de la doctrine Davutoglu, donc on maintient l'alignement sur l'OTAN et Washington, et on évite toute confrontation avec les voisins, le temps de se doter des facteurs de production, des facteurs de puissance, pour pouvoir revendiquer et affirmer une autonomie stratégique et mener une politique extérieure autonome. Et les exemples ne manquent pas, il y en a plusieurs. Donc pour le monde arabe, l'idée n'est pas de plaquer le modèle tel quel, mais de comprendre ces différents impératifs.
et que tous les discours anthropomorphiques portés par les foules, mais également alimentés par des chefs, par des États arabes et par des gouvernements arabes pour maintenir les peuples arabes dans une dimension d'émotion qui vise à atrophier toute capacité intellectuelle de critique, de raisonnement, de distance et d'analyse profonde des différents rapports de force à l'échelle mondiale, et ben, si les États ne sont pas assez matures, pas tous bien entendu, il y a des exemples intéressants dans le monde arabe, mais la majorité est encore enfermée dans un climat de rente, de verrouillage du système politique comme unique contrepartie de l'alignement sur Washington, et ben peut-être qu'il est temps que les peuples arabes, que la nouvelle génération comprennent que l'émancipation du monde arabe ne se fera pas par des slogans, ne se fera pas par un vote émotionnel, mais se fera par un travail intellectuel profond, par la capacité cognitive et intellectuelle à maîtriser la complexité doctrinale nécessaire pour obtenir cette émancipation-là et d'orienter leur politique intérieure intelligemment de telle manière à ce qu'ils n'entrent pas de manière stérile dans un schéma de confrontation avec l'hégémone ou les nouveaux hégémones régionaux, mais qu'elles axent davantage leur politique intérieure sur l'impératif vital qui est celui de l'acquisition des facteurs de puissance, notamment le développement économique, le rattrapage technologique et l'émancipation et la dynamique éducative qui permet de constituer un logos culturel et civilisationnel qui est la condition sine qua non de toute émancipation à grande échelle. Donc je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous très prochainement pour analyser une nouvelle doctrine.